Le nouveau guide suprême iranien, Mojtaba Khamenei, dans sa première intervention publique, a appelé hier à maintenir fermé ce fameux détroit critique d'Ormuz. Donald Trump, le président américain, qui lui a estimé que la hausse des prix du pétrole passait après la nécessité de stopper l'Iran. Bonjour Frédéric Ancel. Bonjour. Merci d'être avec nous, professeur de géopolitique à Sciences Po et auteur de La guerre mondiale n'aura pas lieu. Après 14 jours de conflit, la situation au Moyen-Orient, qu'est-ce qu'on dit? On dit qu'elle est hors de contrôle. On sent que la guerre aujourd'hui, en tout cas, s'intensifie. Alors, elle s'intensifie, oui, en termes de frappe et de nombre de cibles de la part à la fois de la coalition israélo-américaine, mais aussi de la part donc de la République islamique d'Iran. Ça s'intensifie, oui. Alors, une guerre qui est hors de contrôle, c'est un peu un oxymore, c'est-à-dire que une fois on sait toujours quand et comment on commence la guerre, mais on ne sait jamais exactement la manière dont elle va se dérouler et surtout quand est-ce qu'elle va se terminer. Et ça, c'est le deuxième point. Le troisième, l'enlisement, moi, j'y crois pas. L'enlisement d'une guerre au bout de 2 semaines, si vous voulez. Alors, je sais que on est tous dans le culte de l'immédiateté, mais enfin, une guerre ne dure pas 2 semaines, sauf la guerre des 6 jours à titre totalement exceptionnel et encore. Donc, je pense qu'il n'y a pas d'enlisement. Je pense que les objectifs, pour l'essentiel, ont été atteints dès les premiers jours, c'est-à-dire repousser de manière très substantielle, c'est-à-dire plusieurs années, peut-être même plusieurs décennies, voire définitivement l'avènement spectral, le sortilège de la nucléarisation de l'Iran, et puis ces missiles. La balistique iranienne, dont on voit bien d'ailleurs qu'elle n'était pas du tout sous-estimée par les Israéliens, les Américains et leurs alliés, qu'elle était parfaitement efficiente, dangereuse, nombreuse. Mais si vous voulez, un missile, c'est pas un petit pain au chocolat qu'on va reproduire à l'infini dans la journée. Donc, au bout de quelques jours, quelques semaines, sans doute encore, l'Iran ne disposera plus réellement de missiles, de capacité balistique, donc de capacité de projeter de la puissance de façon décisive. En revanche, et je conclue là-dessus, en revanche, l'Iran peut continuer à produire ces missiles Shahed qui sont rudimentaires, très bon marché à la construction, qu'ils peuvent fabriquer un peu partout, contrairement aux missiles, et avec ça, ils peuvent maintenir une forme d'instabilité, notamment chez les pays arabes du Golfe. Donc c'est la stratégie aujourd'hui de l'Iran que de mener une guerre d'usure. Ce sont les mots d'ailleurs de l'Iran qui détruiraient l'économie mondiale, puisque militairement ils ne peuvent pas répondre. Et ben c'est ça. C'est du bluff ou ils ont vraiment les moyens de continuer à paralyser le détroit d'Ormuz? Encore une fois, le pétrole est à $102 où on se parle. Alors, d'abord, ils n'ont pas les moyens militaires de fermer le détroit d'Ormuz. Ils ne ferment rien du tout. Pour l'instant, le rail maritime, il est totalement ouvert. Sauf que les bateaux n'y vont plus pour une raison très simple et très compréhensible. C'est que les armateurs, ils n'ont pas du tout envie de prendre un drone. Donc, vous voyez, mais donc les questions... Enfin, de facto, il est paralysé puisque aucun bateau ne passe. De facto, mais par la volonté de ceux qui disposent de ces bateaux. Ce que je veux dire par là, c'est que militairement, l'Iran n'a absolument pas les moyens de fermer de manière militaire, technique, si vous voulez, le détroit d'Ormuz. Absolument pas. Bon. Donc, les spéculateurs derrière, et là aussi on peut le comprendre parce que c'est un grand classique, font monter les enchères et très honnêtement, si vous investissez en ce moment dans le Golfe, oui, c'est que vous êtes vraiment une tête brûlée, mais ça ne signifie pas que l'Iran est capable de faire davantage que cela. Ensuite, lorsqu'on parle de l'économie mondiale, on n'est pas en 73, quoi. C'est-à-dire que là, je pense qu'on en fait beaucoup ces derniers jours. Le dollar à 100, oui, bien sûr. Enfin, il y a quelques années, il était à 150. Donc, et on n'en est pas mort. On n'est pas en 73 ou en 79 avec le quadruplement des prix du baril, plus le doublement des prix du baril, et tout ça en quelques années. On en est très très loin pour une raison simple, c'est que du pétrole, contrairement à ce qui s'était produit il y a un peu plus de 50 ans, on en trouve partout. Et regardez à quel point les Américains et les Saoudiens, à eux seuls finalement, peuvent mettre sur les marchés mondiaux des quantités d'huile qui vont mécaniquement limiter l'effet des attaques iraniennes dans la région. Quand Donald Trump affirme, c'était hier, qu'il est beaucoup plus important à ses yeux d'empêcher l'Iran de se doter de l'arme nucléaire que de se soucier des prix du pétrole, est-ce que c'est vraiment le fond de sa pensée? Ça veut dire quelque part qu'il assume une guerre longue, même s'il a dit en début de semaine que c'était bientôt la fin de la guerre. Ouais, c'est ça. Ouais, il semble l'assumer. Alors attention, parce que Trump est extraordinairement imprévisible, mais il semble l'assumer. Alors moi, je vous dirais en 2 mots, non. En fait, c'est pas bon pour lui.
parce que c'est quand même sa base MAGA, et de manière générale l'opinion américaine déteste les interventions militaires extérieures, surtout quand des soldats américains reviennent dans des boîtes en bois. Donc ça c'est pas tolérable. Et puis sa base MAGA, c'est encore pire, ce ne sont absolument pas des néoconservateurs, et modifier un régime dictatorial en démocratie, ils s'en fichent complètement. En revanche, c'est bon pour le monde. Et je le dis et je le répète avec force et vigueur, ce qui est en train de se produire, c'est le sauvetage de l'architecture de la paix nucléaire mondiale. Parce qu'en 1968, un traité de non-prolifération a été signé. Alors c'est validé, c'est onusien, c'est le Conseil de sécurité, c'est ni MAGA ni le Likoud. Bon. Et depuis 68, peut-être vous surprendre, jamais le traité de non-prolifération n'a été formellement transgressé. Le verrou aujourd'hui du maintien de ce traité, c'est l'Iran. Et l'Iran, en revanche, depuis 2002, là encore, c'est pas Netanyahou ni Trump qui le disent, c'est l'AIEA, l'Agence internationale pour l'énergie atomique. Depuis 2002, les Iraniens n'ont jamais cessé de mentir sur leur programme nucléaire, à usage en réalité nucléaire militaire. Donc. Et c'est la raison pour laquelle je pense que, oui, fondamentalement, il a raison de dire que empêcher l'Iran, que ce soit Israël, les États-Unis ou n'importe quelle autre puissance, empêcher l'Iran de se doter de la bombe, c'est absolument primordial. Ouais, et il n'y a pas un moment quand même où Donald Trump, si la guerre s'éternise, où il va reculer, parce qu'on voit bien, on sait qu'il y a des élections mi-mandat, où on a le sait, début novembre, le pétrole est à $100, les prix à la pompe ont pris 20% depuis le début de la guerre. Il n'y a pas un moment où, comme on dit, où les marchés financiers, quelque chose va le faire reculer? Si, ça peut être demain, ça peut être au moment où on est en train de parler. Avec Trump, on n'en sait mais vraiment rien du tout. C'est-à-dire que quand je parlais d'imprévisibilité tout à l'heure, il faut être encore plus précis. Une partie de ses propos et parfois de ses actes qui semblent tout à fait incohérents, y compris entre eux, ses actes ou des propos entre eux, se relèvent d'une véritable organisation, c'est-à-dire qu'il organise son imprévisibilité, ce qui n'est pas idiot, parce que ça peut être parfois très dissuasif face à des adversaires coriaces. Je pense évidemment à la Chine ou à la Russie ou peut-être même à l'Iran. Le problème est le suivant, c'est qu'une autre partie de ces propos ou de ces actes incohérents ne relève pas de l'organisation d'imprévisibilité, relève du n'importe quoi. Et donc, je le dis sérieusement, et là, si vous voulez, donc j'ai du mal à vous répondre. Ou en principe, s'il est rationnel et pragmatique, oui, il va tenter d'en finir au plus vite. Parce qu'effectivement, vous avez raison, il y a les midterms. Alors, dernier point, une nuance quand même, il nous a habitués, le Donald Trump, à donner des coups de canif dans les institutions démocratiques américaines. Bien, vous savez quoi? Je ne suis même pas certain qu'il va tout faire pour maintenir, pour accepter, pour respecter cette institution chronologique démocratique américaine que sont les midterms. Je n'en suis même pas certain. Alors, si on reste sur ça nous mène ailleurs, là, pour le coup. C'est un sujet qui est de politique intérieure américaine, mais qui met en cause, effectivement, potentiellement la démocratie. Donc, il ne tiendrait pas compte des résultats, que je comprenne bien ce que vous dites, il ne tiendrait pas compte des résultats des élections de midterm? Alors, il pourra ne pas tenir compte des résultats de ces midterms, qui d'ailleurs ne seront pas nécessairement catastrophiques. Je rappelle que pour l'instant, il a la majorité dans les deux chambres, et que certains démocrates d'ailleurs soutiennent, même avec des nuances, la guerre. Bon. Mais il pourrait même tenter de faire voter en amont le Congrès pour modifier substantiellement, alors soit la date, soit l'importance de ces politiques institutionnelles des résultats de ces midterms. Ce n'est pas impossible. Je vous rappellerai quand même que Trump a déjà un CV du point de vue de la démocratie américaine depuis le début de son premier mandat. Donc je ne vous dis pas qu'il le fera, je vous dis que je n'en suis même pas sûr. Qu'est-ce qui se passe, pardon, je sais que vous ne lisez pas dans le mar de café, mais qu'est-ce qui se passe dans les prochaines semaines? Combien de temps ce conflit peut durer? Comment tout ça va se terminer? Parce qu'on comprend bien que l'Israël et les États-Unis ont pris l'ascendant, mais aujourd'hui l'Iran n'auront pas, encore une fois. La paralysie des détroit d'Ormuz le prouve. Ils sont en capacité encore de projeter des missiles ou des drones. Il se passe quoi dans les prochains jours, les prochaines semaines? Alors effectivement, c'est une question difficile, mais surtout, mais c'est une question très centrale. L'important, c'est ce que vous appelez conflit. Ou ce que vous appelez du CO2, ça, quand ça finira. En fait, de quoi parle-t-on? On parle aujourd'hui d'une offensive de la coalition israélo-américaine sur le nucléaire, les capacités nucléaires et les capacités balistiques. À partir du moment où, en Israël et aux États-Unis, on considérera, et ça je ne sais pas exactement quand et sur quels critères, mais je sais que quand on considérera que pour l'essentiel, ces objectifs ont été atteints, c'est peut-être déjà le cas d'ailleurs, eh bien on arrêtera.
Seulement, les États-Unis et Israël peuvent arrêter de frapper, mais là où je vous rejoins, parce qu'il sous-tend votre question, c'est que la République islamique d'Iran, par terre en termes de projection de force, parce que là, pour le coup, ça, je peux vous garantir, l'Iran aujourd'hui est vraiment, militairement, est vraiment par terre. Ce régime qui va se maintenir, j'en suis malheureusement convaincu, et j'espère bien sûr me tromper, mais je crois qu'il va se maintenir, ce régime, perdu pour perdu, avec ces fameux drones Shahed, peut très bien continuer, peut dire, mais attendez, vous considérez que la guerre est terminée, vous avez commencé, vous savez quoi, nous on va continuer. Et ces Shahed peuvent très bien, effectivement, continuer à frapper ici ou là un pétrolier, un supertanker, une tour à Dubaï ou une base américaine dans la région. Sauf que, et j'insiste là-dessus, s'ils le font, les Américains et les Israéliens ont encore la capacité d'écraser plus encore ce qui restera de l'économie des mollahs. Alors nous, on peut considérer qu'ils suivent de leur population, ça les intéresse pas d'abord, ils les massacrent régulièrement, etc. Mais attention, parce que le régime des mollahs a failli tomber quand même à plusieurs reprises sur une base socio-économique. Si les gens n'ont vraiment plus du tout à manger ou s'ils se nourrissent réellement, alors encore plus mal qu'aujourd'hui, s'ils se soignent encore plus mal qu'aujourd'hui, s'ils se logent ou se chauffent plus mal encore qu'aujourd'hui, au fond, le péril maximal pour ce régime, il sera atteint. Donc ça veut dire que, parce que juste, et on finit là-dessus, sur ce détroit d'Ormuz, ça gêne aussi l'Iran qui a besoin de ressources aussi, qui vend son pétrole, qui ne peut plus vendre son pétrole. Non mais complètement, c'est pour ça que quand on me dit oui mais les Iraniens jouent avec les pays arabes alentours et même l'Azerbaïdjan qui sont frappés d'ailleurs, qui n'est pas arabe, ils jouent quelque chose de très pragmatique, c'est stratégique parce que du coup ça va pousser ces régimes à faire pression sur Trump. Je n'y crois pas un seul instant. D'abord faire pression sur Trump, bonjour. Alors là, je veux dire que celui aujourd'hui qui est capable de le faire, peut-être Poutine il y a quelques mois, j'en suis pas du tout convaincu, et Netanyahou, j'en suis pas du tout convaincu non plus. Et en tout cas, on n'en a pas la preuve. Donc ça déjà, c'est quelque chose qui me semble un argument qui ne tient pas. Mais surtout, effectivement, vous avez raison, l'Iran aujourd'hui ne dispose plus que d'une seule jugulaire. En fait, le seul apport en devise de la République islamique d'Iran aujourd'hui, à epsilon près, le seul apport, c'est celui de la Chine et de l'Inde, qui achètent, d'ailleurs à des prix relativement cassés, le brut iranien. Le jour où les Américains ou les Israéliens, ou peut-être d'autres, et certains de leurs alliés, en auront assez au bout de quelques semaines, peut-être quelques mois, l'Iran continue ici ou là à projeter une toxicité militaire via quelques drones à 10 000 ou 20 000 $, eh bien, il risque de frapper les deux ports principaux par lesquels s'écoule, c'est plus l'île de Kars d'ailleurs, mais les deux ports principaux dont Bandar Abbas, et là, la jugulaire, elle est rompue. Et donc, je ne vois vraiment pas comment la République islamique d'Iran, à ce moment-là, pourra continuer à vivre. Donc, si le scénario le plus probable à vous écouter, et si j'ai bien compris, c'est que dans quelques jours, semaines, Donald Trump estime que les objectifs de guerre sont atteints en matière de destruction d'armes nucléaires, de missiles balistiques, se retire. Israël, a priori, devrait suivre. Mais la question, c'est que fera le régime des mollahs qui restera en place? Est-ce qu'il continuera à envoyer et empêcher le pétrole de passer dans le détroit d'Ormuz? Ça veut dire que potentiellement, si c'est le cas, on est parti pour avoir du pétrole à 100 $, voire plus, voire beaucoup plus pendant toute l'année. Avec toutes les conséquences économiques que ça a par ailleurs. C'est-à-dire qu'on est parti pour avoir un baril à 100 $ si on laisse les spéculateurs faire. Ça, oui, bien sûr. Mais moi, je pense que de ce point de vue-là, les États doivent absolument agir et interagir pour réguler ces prix. Mais je suis plus optimiste. Je pense que l'Arabie Saoudite aujourd'hui est tellement hostile à l'Iran qui, mine de rien, l'a attaqué directement quand même. Et d'ailleurs, c'est pas moi qui le dis, c'est le Conseil de sécurité qui a voté à l'unanimité, moins 2 abstentions. C'est-à-dire que même la Chine et la Russie n'ont pas soutenu politiquement l'Iran, et évidemment pas militairement, sur cette affaire. Il faut quand même voir de quoi on parle. Donc l'Arabie Saoudite va avoir un intérêt absolu à continuer d'affaiblir ce régime et par conséquent va mettre sur les marchés énormément d'huile. Ça, c'est une certitude. D'ailleurs, on a énormément de réserves en ce moment. Donc moi, ce baril à 100 $ sur plusieurs mois, j'y crois pas. Je suis beaucoup plus optimiste. Donc, ok. Donc, si on se reparle dans un mois, et après je vous laisse tranquille, si on se reparle dans un mois, a priori, on est où dans un mois? Oula, cher monsieur, je ne suis pas prophète, mais je pense que dans un mois, on est sorti de la guerre, au sens guerre ouverte, conventionnelle, classique, contemporaine, telle qu'elle se produit encore aujourd'hui du terme. Donc je pense qu'on en est sorti dans un mois, et dans un mois, je pense que le baril sera substantiellement moins cher. Eh bien, j'oscille là-dessus.
Merci à vous. Explication signée Merci, Frédéric au plaisir. Ancel, professeur de géopolitique à Sciences Po, auteur de La guerre mondiale n'aura pas lieu. Merci à vous et à bientôt. Merci, au plaisir.